Tous et à toutes, ce matin pour évoquer donc, la réforme des accès dérogatoires qui est prévue ou qui était, on ne sait pas encore, prévue par le PLFSS et son article 34. C'est un article qui a suscité pas mal d'interrogations depuis la publication, du PLFSS il y a déjà quelques semaines et qui devait assez en profondeur modifier donc l'accès précoce, l'accès compassionné, l'accès direct. Dans une logique de meilleure maîtrise de la dépense et puis de recentrage de ces dispositifs, il y a beaucoup d'observateurs ou d'acteurs de santé qui ont vu dans cette réforme, ce projet de réforme, un changement de philosophie des accès dérogatoires avec, des accès dérogatoires qui seraient plus encadrés, peut-être plus longs, peut-être aussi moins attractifs pour les industriels et aussi peut-être avec des conséquences possibles pour les patients, pour l'accès à ces produits de santé innovants. Mais, donc comme je le disais, ce week-end, le gouvernement a déposé un amendement pour, suspendre cette réforme, réécrire l'article et puis supprimer la réforme qui était prévue partiellement. Et donc dans l'exposé des motifs, il nous dit que, au regard de l'ampleur des transformations qui sont envisagées par ce projet de réforme, il faut prendre le temps, la concertation avec l'ensemble des acteurs, donc les autorités, les industriels, les patients et puis les professionnels de santé. Donc c'est peut-être aussi un appel à chacune d'entre vous pour contribuer peut-être à exprimer un peu les enjeux vus de son point de vue. Hem Et donc, concrètement, si cet amendement de modification par le gouvernement est adopté, ça signifierait, que, les dispositifs d'accès précoce et compassionnel resteraient en l'état, que l'expérimentation d'accès direct serait peut-être aussi prolongée et puis en revanche, Marine vous le dira beaucoup mieux que moi et avec beaucoup plus de précision, heu, une petite partie qui est conservée sur les pays de comparaison utilisés par la CPS pour les tarifications. Donc si je reprends un peu la métaphore qu'on avait utilisée dans le titre de notre, café Nil, la porte n'est pas fermée, mais, elle ne sera peut-être pas poussée ce matin ou aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Voilà. Marine, je te laisse la parole, pour te présenter puis pour faire la présentation. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ben déjà, un grand merci à Neil pour votre confiance ce matin. Je suis ravie d'intervenir parmi vous. Pour la petite histoire, ma précédente invitation remonte à la réforme des accès précoces, cette fois qui était vue très positivement, qui était celle de 2021, où j'avais eu l'honneur de venir décrypter chez vous la réforme de l'accès précoce et de l'accès compassionnel, et donc sur un ton beaucoup plus positif et optimiste que celui qui sera le mien ce matin. Euh, en quelques mots pour me présenter, je suis avocate spécialisée sur les produits de santé. Je suis cofondatrice du cabinet GD Avocat, qui est un cabinet spécialisé sur les problématiques d'accès au marché. Donc nous intervenons au soutien des industriels de santé pour les aider à définir la stratégie d'accès qui va être la plus adaptée. C'est ça qui va nous intéresser ce matin, hein, c'est la stratégie d'accès au marché au regard des opportunités, des obligations et des zones de risque. Et nous intervenons également pour maximiser les chances d'obtenir un remboursement avec du juridique et pour optimiser les conditions tarifaires qui peuvent être obtenues avec le CEPS. Alors, les accès dérogatoires dont on va parler ce matin, évidemment, avant de s'y engager, les industriels pèsent les opportunités, les contraintes de ces dispositifs et doivent prendre en compte toute la réglementation qui existe pour pouvoir réaliser cet exercice et donc pour pouvoir faire leur arbitrage. C'est pour ça que c'est un sujet si important et que cet article 34 est un sujet si important. Alors pour les industriels évidemment, mais en fait surtout pour les patients et les professionnels de santé. Donc ça va toucher tout l'écosystème. Je ferai une présentation assez courte d'une trentaine de minutes pour laisser du temps de façon conséquente aux échanges. Alors,
De quoi parle-t-on quand on parle de l'article 34? En réalité, on parle de 15 pages du PLFSS. Donc, c'est 15 pages d'articles. Et c'est un article qui modifie lui-même plus de 20 articles qui existent aujourd'hui dans le Code de la santé publique et le Code de la sécurité sociale. Donc, c'est une sorte de mastodonte dans le PLFSS. C'est un article qui n'a fait l'objet d'aucune concertation, et c'est un point important. Et comme le disait Germain, face à l'accueil qui a été réservé à la réforme, à cet article 34, le gouvernement a déposé dimanche soir un amendement pour proposer sa suppression. Alors, aujourd'hui, ni l'article 34 ni l'amendement de suppression du gouvernement n'ont été discutés à l'Assemblée nationale. Les débats à l'Assemblée nationale se sont arrêtés autour de l'article 30 et vont reprendre aujourd'hui jusqu'à minuit. Alors, soit l'article 34 sera discuté et voté ce soir, et dans ce cas-là, on en saura un peu plus ce soir sur le texte adopté par l'Assemblée nationale, soit l'Assemblée nationale ne pourra pas le voter et le texte passera dans ce cas directement au Sénat, donc avec le texte initial du gouvernement, et le Sénat sera amené à se prononcer sur l'article 34. Probablement, le gouvernement redéposera à nouveau un amendement de suppression. Alors, vous me direz, si on a un amendement de suppression, pourquoi est-on en train d'échanger sur l'article 34 ce matin? Pour deux raisons. Parce que techniquement, l'article 34 et cette réforme des accès dérogatoires pourraient rester dans le PLFSS. Le gouvernement a déposé un amendement de suppression, mais d'abord cet amendement pourrait être rejeté par l'Assemblée nationale. Ça me semble assez improbable, mais ça n'est pas tout à fait exclu. La réforme pourrait être également discutée au Sénat. Donc ça, c'est sur le plan technique, ça pourrait faire partie du PLFSS en dépit de l'amendement du gouvernement. La deuxième chose qui est sur le plan plus probable que technique, on va dire, si la réforme des accès dérogatoires est effectivement supprimée dans ce PLFSS, ça ne veut pas dire pour le gouvernement qu'elle est totalement abandonnée. Dans l'amendement de suppression du gouvernement, on comprend non pas qu'il veut totalement abandonner la réforme, mais qu'il veut mener une concertation préalable. Pour mener une concertation préalable efficace, il est important que tous les acteurs soient informés de l'intention du gouvernement, de quels sont les problèmes qui ont été identifiés par le gouvernement et quelles sont les solutions que le gouvernement envisage pour répondre à ces problèmes. Et donc, c'est la raison du maintien de cette présentation ce matin et de ces échanges qui, à mon avis, sont très importants dans le cadre de la concertation à venir. Alors, avant de parler de l'accès dérogatoire, un bref rappel sur l'accès au marché des produits de santé pour bien comprendre ce dont on va parler avec l'accès dérogatoire. Alors, voilà de façon extrêmement simplifiée le circuit d'accès au marché des médicaments en France. On commence par des essais cliniques. On obtient une autorisation de mise sur le marché, qui est en fait une autorisation de commercialisation. Le médicament est évalué par la Haute Autorité de Santé. Et la Haute Autorité de Santé fait donc une évaluation clinique pour se positionner sur est-ce que on va rembourser ou non le médicament en France. Si la Haute Autorité de Santé donne un avis favorable au remboursement, les négociations sur le prix de remboursement vont commencer entre l'industriel et le Comité économique des produits de santé, le CEPS, donc un organe sous tutelle ministérielle. Et une fois que ces négociations aboutissent, le médicament dispose d'une autorisation de remboursement et d'un prix. Et donc ça permet de lancer la prise en charge du remboursement du médicament dans le droit commun. Donc en fait, vous voyez qu'avant d'atteindre notre dernier point, le remboursement de droit commun, le médicament, même s'il peut être autorisé à la commercialisation à partir de l'AMM, dans les faits, il ne peut pas être vendu. C'est le cas surtout des médicaments qui sont onéreux, puisque pour un médicament onéreux, l'achat sans prise en charge est quasiment impossible. Le but du jeu avec les accès dérogatoires, c'est d'avancer la prise en charge et donc d'avancer l'accès pour les patients.
Alors, l'accès dérogatoire dont on a le plus parlé, parce que ça a été un succès incroyable, ça a été l'accès précoce. L'accès précoce alors, vise certains médicaments particuliers, hein, comme tout le cas des accès dérogatoires. L'idée, c'est pas d'avancer l'accès pour tout le monde, mais seulement pour les meilleurs médicaments. Précoce, donc ça s'adresse aux patients qui sont atteints de maladies graves, rares ou invalidantes, pour lesquelles il n'existe aucun traitement approprié. Et on se retrouve avec un médicament qui a un rapport bénéfice-risque fortement présumé et pour lequel on estime qu'il a une présomption d'innovation par rapport à ce qui existe aujourd'hui en France. Donc dans ce cas-là, avec l'accès précoce, on peut mettre le médicament à disposition des patients et ça entraîne une prise en charge. On a en réalité deux sortes d'accès précoce, ce qu'on appelle l'AP1 qui est l'accès précoce avant l'AMM et l'AP2 qui est l'accès précoce après l'AMM. Dans les deux cas, c'est un accès dérogatoire qui va continuer en principe jusqu'à ce que le droit commun prenne le relais. Alors, pour votre information, pour visualiser à peu près ce que ça représente, l'accès précoce, je vous disais, très gros succès, c'est à peu près 40 000 patients par an qui sont traités en accès précoce depuis la réforme en 2021. Le deuxième type d'accès dérogatoire est l'accès compassionnel. Alors, l'accès compassionnel, donc qui intervient, lui, en amont des essais cliniques, s'adresse aux médicaments pour lesquels il n'existe pas d'alternative thérapeutique. Et on permet, dans ce cas, l'accès à un médicament, alors qui n'a pas d'autorisation de mise sur le marché dans cette indication, puisque aucun essai clinique n'est réalisé dans cette indication. Mais on considère que pour ce médicament, le rapport bénéfice-risque est tout de même fortement présumé. Et donc, on va en faire bénéficier des patients. En fait, il s'agit de médicaments, sauf exception, hein, les industriels verront de quoi je parle, mais sauf exception, l'accès compassionnel, il a été prévu pour des médicaments qui ne sont pas censés arriver en France dans le circuit classique. L'industriel ne compte pas demander la commercialisation et le remboursement en France dans le circuit classique, ce qui le distingue de l'accès précoce. L'accès précoce, c'est vraiment un tremplin vers le droit commun. L'accès compassionnel, on n'en parlera pas vraiment ce matin parce il est légèrement touché par la réforme, mais assez légèrement par rapport à l'accès précoce. Ça concerne 25 000 patients par an à peu près. Le troisième accès qui est plus récent, c'est l'accès direct. Alors l'accès direct, il nous vient du modèle allemand. On a voulu s'inspirer de nos voisins allemands et permettre une prise en charge à partir du moment où on a une évaluation de la Haute Autorité de Santé qui est favorable. Donc l'idée, c'est de se dire, quand la Haute Autorité de Santé donne un avis favorable au remboursement, on permet tout de suite la prise en charge et on gagne ainsi la période de négociation du prix, qui peut être assez longue, hein, pour des médicaments innovants. La période de négociation du prix, ça peut être plus d'un an sans trop de difficultés. L'accès direct, lui aussi, est réservé à certains types de médicaments. On prend les meilleurs. Donc, on prend les médicaments qui ont un service médical rendu majeur ou important et qui ont une amélioration par rapport à l'existant, qui ont démontré une amélioration par rapport à l'existant. Pour préciser, les médicaments qui rentrent dans l'accès précoce et dans l'accès direct peuvent être les mêmes ou peuvent être différents, parce qu'en fait, on a des conditions qui ne vont pas... l'un n'exclut pas l'autre aujourd'hui. L'accès direct, on en a parlé, c'est une certaine évaluation par la HAS. L'accès précoce, c'est la présomption d'innovation. Donc, on a dans l'accès direct des médicaments qui pourraient être présumés innovants ou alors qui pourraient ne pas être présumés innovants, et au titre de l'accès précoce, hein, et qui auraient néanmoins une ASMR 4. Et on a dans l'accès précoce des médicaments qui auraient pu bénéficier de l'accès direct ou alors au contraire qui ne pourraient pas rentrer dans l'accès direct. Donc, juste pour préciser, ce sont deux dispositifs qui ne se recoupent pas totalement et qui se recouvrent en revanche partiellement sur les médicaments auxquels ils s'adressent. Alors, l'accès direct est une expérimentation qui a été créée, qui a été appliquée depuis 2023. Ça a été une expérimentation de 2 ans, donc on a appliqué sur 2023-2025.
Je vous disais pour l'accès précoce, très gros succès. Pour l'accès compassionnel, succès, hein, avec 25 000 patients par an. Pour l'accès direct, on ne peut pas vraiment parler de succès. Seuls 6 médicaments en 2 ans se sont engagés dans l'accès direct. Euh, les deux raisons qu'on peut voir à ça, c'est d'abord les conditions d'éligibilité qui sont assez restreintes. J'en ai évoqué quelques-unes, en réalité il y en a d'autres donc qui sont prises en compte par les industriels. Et surtout, dans l'accès direct, contrairement à tous les autres accès aujourd'hui, on a une obligation de négocier le prix donc pour le remboursement en 10 mois. 10 mois sur des... Alors sur certains médicaments, ça se passe très bien. Sur des médicaments innovants avec des négociations compliquées, 10 mois, c'est extrêmement court. En tout cas, c'est un risque que prennent les laboratoires, puisque dans l'accès direct, si on ne négociait pas, si on n'arrivait pas à un accord au bout de 10 mois, l'administration, le CEPS, avait l'obligation de fixer le prix de façon unilatérale, donc d'arrêter les négociations et de fixer le prix. Et c'est cet élément probablement qui a découragé beaucoup d'industriels d'aller vers de l'accès direct, puisqu'on avait ce couperet au bout de 10 mois qui le rendait donc peu attractif. Alors voilà sur donc l'image globale des accès dérogatoires aujourd'hui. Peut-être quelques mots sur leur prise en charge avant de vous parler de la réforme, parce que ces éléments sont évidemment très importants à comprendre pour bien saisir ce sur quoi porte la réforme. Sur la prise en charge, qu'on parle d'accès précoce ou d'accès direct, en principe, le médicament est remboursé sur la base d'une indemnité qui est librement fixée par l'industriel. Parce que la négociation de prix intervient à la toute fin pour le droit commun. Donc pendant l'accès dérogatoire, c'est l'industriel qui fixe son prix et l'État rembourse sur ce prix-là. Alors, ça, c'est le principe général. Vous verrez qu'il y a deux grosses entorses, on va dire, à ce principe. Euh, le premier, c'est que d'abord, l'industriel va verser chaque année des remises, une sorte ça n'est pas assimilable à une taxe, hein, mais c'est un petit peu l'idée, c'est que il va reverser une partie du chiffre d'affaires qu'il a fait en accès dérogatoire à l'État tous les ans, en fonction uniquement du chiffre d'affaires qu'il a réalisé. Et à la fin de l'accès dérogatoire, on a ce qu'on appelle le débouclage de l'accès dérogatoire. Donc on va regarder quel est le prix qui est fixé pour l'industriel pour le droit commun, qui va prendre le relais. On regarde quel est le prix qu'avait demandé l'industriel pendant l'accès dérogatoire et on fait la différence entre les deux. Et l'industriel doit reverser rétroactivement toute la différence entre ces deux prix. Donc si on prend un petit exemple chiffré, pardon, si l'industriel fixe une indemnité à 100 et que l'accès dérogatoire dure 3 ans, on peut prendre l'hypothèse qu'il devra verser des remises annuelles de 20. Donc en réalité, son chiffre d'affaires minoré des remises annuelles chaque année, ce sera 100 moins 20, donc 80. Et si, in fine, son prix pour le débouclage et donc pour le droit commun est fixé à 50, on va lui demander de reverser la différence entre ce qu'il a touché, donc les 100 moins les remises annuelles, les 80, et ce qu'il aurait dû percevoir avec le prix de droit commun, c'est-à-dire les 30. Euh, il devra donc, dans mon petit exemple, si vous m'avez suivi, reverser 90 sur toute la durée de son accès dérogatoire. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? C'est que ce n'est pas l'assurance maladie qui paye pour l'indemnité fixée par l'industriel, c'est l'assurance maladie qui avance l'indemnité fixée par l'industriel, mais qui récupère ensuite l'argent en fonction du prix qu'elle est prête à fixer pour ce médicament. La deuxième chose, c'est que dans tous ces mécanismes, évidemment, on ne veut pas laisser les patients sans aucun traitement lorsqu'on arrête l'accès dérogatoire. Et donc, on prévoit que les industriels ont l'obligation de continuer à fournir le traitement pendant une durée minimale d'1 an après l'accès dérogatoire.
Et on prévoit donc des règles de prise en charge associées. Alors, soit le médicament entre dans le droit commun, et donc là, il n'y a pas de question, le médicament va être pris en charge dans les règles de droit commun, soit il n'entre pas dans le droit commun, parce que la négociation a échoué, parce qu'il a un refus de remboursement, pour X, Y raison, il n'entre pas dans le droit commun. Et dans ce cas-là, il bénéficie, lorsqu'il avait un accès précoce, d'une prise en charge de 3 mois au titre de la continuité des traitements. Je vous disais qu'il avait 1 an d'obligation de fourniture, donc ça veut dire 3 mois de prise en charge et 9 mois de fourniture du médicament sans prise en charge. Comment ça se passe sur ces 9 mois? Ce que moi j'ai toujours vu avec les dossiers d'accès précoce, c'est que dans ce cas-là, l'administration invitait l'industriel à octroyer une prise en charge, à fournir le médicament gratuitement. Pour l'accès direct, nous n'avons aucune prise en charge au titre de cette continuité des traitements d'1 an après l'accès direct. Donc voilà pour l'état des lieux, qui est déjà un petit peu dense, mais qui vous permettra sans doute mieux de comprendre la réforme qui a été annoncée par le gouvernement. Alors, on a vu cet état des lieux. Donc, ce qui est entouré dans dans ce graphique, ce sont les axes sur lesquels porte principalement la réforme. Alors, en réalité, elle porte aussi un petit peu sur l'accès compassionnel, mais à la marge, et puis aussi un petit peu sur un autre type d'accès dont on n'a pas parlé pour simplifier un petit peu le propos, qui n'est jamais entré en vigueur et que la réforme propose de supprimer. Pourquoi est-ce que le gouvernement souhaite réformer aujourd'hui l'accès précoce et l'accès direct? Alors, les raisons qui ont été annoncées par le gouvernement, et donc c'est la slide suivante, euh, pour l'accès précoce, c'est que le gouvernement considère, il le formule pas comme ça, mais que l'accès précoce est détourné de sa finalité première. En fait, il s'aperçoit que dans les accès précoces, on se rappelle qu'il y en a qui sont avant l'AMM, d'autres après l'AMM, on a 60% des accès précoces qui sont post-AMM. Il dit pour ceux-là, ceux qui sont post-AMM, en fait, la HAS se retrouve souvent à évaluer le même jour la demande d'accès précoce et la demande d'accès au droit commun. Donc ça signifie que la HAS a les mêmes données pour évaluer l'accès précoce et le droit commun. Et le dernier constat qui est fait par le gouvernement, c'est de dire que 87% des dossiers d'accès précoce post-AMM, selon lui, rempliraient les critères d'octroi pour aller vers l'accès direct. Donc, grosso modo, le constat qu'il fait, c'est l'accès précoce, en fait, bénéficie à des médicaments pour lesquels les données sont matures et qui sont dans la majorité, l'immense majorité d'entre eux, 87%, des médicaments qui pourraient plutôt bénéficier de l'accès direct. Euh, donc, l'objectif du gouvernement, c'est recentrer l'accès précoce sur les médicaments avec des données immatures. La deuxième critique qu'il fait à l'accès précoce, ce sont les délais de négociation. Il constate que les médicaments qui sortent d'accès précoce ont une durée de négociation sur le prix beaucoup plus élevée que les médicaments qui n'ont pas fait l'objet d'un accès précoce. Donc, ce sont des médianes qui sont fournies dans l'étude d'impact du PLFSS. On a 170 jours de médiane de négociation après un accès précoce, contre 70 jours de négociation sans accès précoce. Donc, deuxième objectif, le gouvernement souhaite réduire la durée de ces négociations, en tout cas inciter les industriels à négocier plus rapidement. La troisième difficulté qui est soulevée par le gouvernement est de dire que on a parlé de cette période de continuité des traitements après l'accès précoce et lui explique que pendant cette période de continuité des traitements, il est difficile pour les hôpitaux de prendre en charge le médicament puisque les médicaments continueraient à être vendus à des prix trop importants pour les hôpitaux. Alors voilà sur l'accès précoce. Sur l'accès direct, de façon évidente, le gouvernement souhaite pérenniser le dispositif. Alors je dis de façon évidente parce on se souvient que l'accès direct, c'est une expérimentation de 2 mois. Donc le premier objectif de la réforme, c'était pérenniser l'accès direct. La deuxième chose, c'est étendre l'accès direct à d'autres produits que ceux auxquels il bénéficie aujourd'hui. Donc notamment, on l'étendrait aux produits de ville.
Et la troisième chose, c'est que le gouvernement comprend la réticence des industriels à aller sur de l'accès direct, étant donné qu'on a ce couperet au bout de 10 mois de négociation. Donc couperet qui est la fixation unilatérale du prix par l'administration. Et donc la solution qui est trouvée par le gouvernement, vous le verrez, c'est de dire on va enlever, enfin on va oui, retirer ce couperet. Donc il n'y a plus de délai maximal sur la négociation. Mais en contrepartie, l'industriel va donner gratuitement. Donc c'est ce qu'on verra sur la réforme proposée par le gouvernement. Alors, donc si on plonge dans les slides suivantes, justement, pour voir ce en quoi consiste la réforme. Alors, donc je vous le disais, ça c'est ce qu'il propose sur l'accès direct. Alors l'accès direct aujourd'hui, c'est un accès qui dure 1 an maximum avec 10 mois de négociation. Euh, une fois que l'accès direct s'arrête, donc après les 1 an d'accès direct, l'industriel doit continuer à fournir les traitements pendant 12 mois lorsque le médicament ne débouche pas sur du droit commun. Le gouvernement, on vient de le dire, prend note en tout cas que cette durée de 10 mois de négociation est un problème pour les industriels. Donc, il propose d'allonger l'accès direct à 3 ans, en disant pendant 3 ans, le médicament pourra être fourni aux patients. Il n'y a plus de délai pour négocier. En revanche, la prise en charge, le remboursement au titre de l'accès direct, ça dure uniquement 1 an sur les 3 qui permettent l'accès. Donc, si on a un accès direct de 3 ans, il y a 1 an de remboursement, 2 ans sans remboursement. Et je vous rappelle, si on n'arrive pas dans le droit commun, 1 année supplémentaire pendant laquelle l'industriel doit fournir gratuitement le médicament. Donc, dans cette hypothèse-là, 1 an de prise en charge, 3 ans de gratuité pour l'industriel. Évidemment, on espère que les accès directs ne dureront pas 3 ans et dureront dans ce cas-là plutôt moins pour permettre à l'industriel d'avoir un relais et donc que ce système soit un peu plus supportable. En ce qui concerne les accès précoces, alors là, on va restreindre les conditions d'octroi. C'est ce que je vous disais, on essaie de les restreindre, de les recentrer sur des médicaments sur lesquels on a des données cliniques immatures. Donc aujourd'hui, il suffisait d'avoir déposé une demande d'inscription au remboursement ou de s'engager à le faire. Cette demande devait être déposée dans le mois suivant l'AMM. Dans le projet de réforme envisagé par le gouvernement, il faudra que la demande de remboursement ait été refusée. Et il faudra néanmoins que la commission de la transparence, la HAS, ait évalué le médicament avec certains résultats. Alors de quoi on parle sur les résultats? Il faudrait un service médical rendu d'un certain niveau. Euh, donc, j'en dirai un mot parce que le service médical rendu, a priori, dès lors qu'il existe, ce qui serait le cas là, si on suit cette condition, on devrait avoir accès au remboursement de droit commun. Donc j'ai du mal à voir quelles sont les situations dans lesquelles un médicament aurait un service médical rendu existant et pas de remboursement de droit commun. Mais en tout cas, c'est ce qui est prévu là par le projet. Donc, demande de remboursement refusée, mais service médical rendu. Amélioration pardon, du service médical rendu présumé, donc on présume qu'il apporte autre chose par rapport à l'existant, et plan de développement présenté par l'industriel et validé par la Haute Autorité de Santé, qui permettent de valider que effectivement on va avoir des données complémentaires dans un délai de 3 ans maximum et que ces délais complémentaires vont permettre la réévaluation du médicament pour son inscription sur les listes de droit commun. Donc ça, c'est la première chose sur la restriction des accès. La deuxième chose, c'est sur la limitation de la période de prise en charge. Alors aujourd'hui, le système est celui qui est présenté à l'écran. Donc en fait, on a un remboursement au titre de l'accès précoce qui dure a priori jusqu'au remboursement de droit commun. Donc on n'a pas de trou dans la raquette pour les patients. Et demain, la réforme qui est proposée, alors Germain, je ne sais pas si tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît.
Voilà, c'est ce système-là. Donc, on limiterait en fait le remboursement d'accès précoce dans le temps. Donc, il serait limité à 1 an après l'évaluation par la HAS du médicament et à 3 ans au total. Donc, 3 ans d'accès précoce au total, dont 1 an maximum après l'évaluation par la HAS. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ensuite? On ne nous dit pas ensuite il n'y a plus d'accès pour les patients. On nous dit ensuite c'est la fourniture gratuite du médicament jusqu'au droit commun. Donc, de façon très schématique, voilà ce que ça pourrait donner. Si on passe à la slide suivante, donc la slide suivante évoque le cas dans lequel le médicament qui a bénéficié d'un accès précoce ne va pas aller dans le droit commun. Alors c'est les cas qu'on évoque. Finalement, il n'a pas eu d'autorisation favorable. Finalement, les ministres ont décidé qu'il n'irait pas, c'est-à-dire ont refusé la demande de remboursement, ou alors les négociations ont échoué, etc. Donc on a des cas dans lesquels le médicament n'ira jamais dans le droit commun. La situation aujourd'hui, c'est que après l'accès précoce, c'est-à-dire les flèches marron à gauche, euh, l'assurance maladie prend en charge 3 mois, puis il y a une fourniture en pratique gratuite pendant 9 mois minimum. La situation proposée par la réforme, c'est qu'on supprime cette prise en charge de 3 mois et que donc le médicament est fourni totalement gratuitement pendant au moins 1 an. Donc voilà sur la réforme de l'accès précoce. Alors, que peut-on dire de ce PLFSS et plus largement de l'accès aux innovations? D'abord, sur la réforme qui a été envisagée pour l'accès précoce, elle a plusieurs effets qu'on pourrait qualifier d'effets pervers. Le premier élément, c'est que moins de médicaments seront éligibles à un accès dérogatoire. Je vous l'annonçais il y a quelques minutes, il y a 87% des médicaments en accès précoce post-AMM qui rempliraient les conditions de l'accès direct. Ça veut dire qu'il y a 13% des médicaments en accès précoce post-AMM qui ne remplissent pas les conditions de l'accès direct. Alors, une partie de ceux-là, probablement, pourrait bénéficier des nouveaux accès précoces qui étaient prévus par la réforme, c'est-à-dire ceux qui sont réservés aux médicaments avec des données immatures. Ceci dit, il va y avoir une partie de ces accès qui vont être, euh, dans ma compréhension, totalement supprimés et donc les patients n'auront plus accès à ces médicaments. Alors, de quoi on parle en fait? On parle donc d'accès qui vont être supprimés pour des médicaments pour des patients, pardon, qui étaient atteints d'une maladie grave, rare ou invalidante, pour lesquels il n'existe aucun traitement approprié et pour lesquels on avait considéré en revanche qu'il existait un médicament avec une forte présomption d'efficacité et de sécurité et une présomption d'innovation par rapport à ce qui existe. C'est ça, la partie des accès dérogatoires qui pourrait être supprimée demain et dont il est difficile d'estimer le pourcentage, mais qui représente, je pense, un pourcentage réel. Euh, donc voilà, parce que ceux-là ne pourront pas aller dans l'accès direct. Le deuxième effet pervers, c'est la perte d'attractivité générale pour les accès dérogatoires. On en a parlé du fait notamment que la prise en charge, la durée de la prise en charge va être limitée limité dans le temps à 3 ans, dont 1 an après évaluation par la HAS. Et pour l'accès direct, on reste proche de ce qui existait puisqu'on est sur 1 an après l'avis de la HAS. Alors pourquoi c'est grave de perdre l'attractivité sur les accès dérogatoires? À deux titres. D'abord, évidemment, parce qu'on va traiter moins tôt les patients et que c'est une perte de chance pour les patients. Mais ensuite, parce que sur le plus moyen long terme, les accès dérogatoires sont un facteur d'attractivité très important pour la France. La France ne fait pas partie des pays qui payent le mieux les médicaments. Voilà, j'imagine que certains d'entre vous sourient. Et les accès dérogatoires dont on bénéficie en France permettaient de convaincre les industriels de commercialiser malgré tout leurs médicaments en France. Et une fois que l'accès dérogatoire est octroyé, dans la très grande majorité des cas, eh bien, ça poursuivait sur le droit commun. Donc ça nous permettait en fait en France aux patients, aux professionnels de santé d'avoir accès à des innovations qu'on paye moins cher que d'autres pays dans le monde.
Donc voilà pour les principaux effets pervers de cette réforme. Alors où en est-on? On le disait, le gouvernement a proposé un amendement de suppression. Donc cette réforme est en fait au milieu du gué. D'abord, techniquement, la suppression n'est pas garantie dans le PLFSS. L'amendement n'a pas été examiné pour l'instant. Et puis, il y a le système de la navette parlementaire avec le Sénat, etc. Mais surtout, le gouvernement ne souhaite pas abandonner la réforme, il souhaite concerter pour donc probablement revenir sur cette réforme. Alors, comment se préparer à cette concertation en comprenant bien les objectifs qui étaient ceux du gouvernement? Les objectifs du gouvernement, c'était donc recentrer l'accès précoce sur les médicaments avec des données immatures et réduire la durée des négociations, inciter les industriels à négocier plus vite. Alors, quelques partages de réflexion peut-être. Réduire la durée des négociations, on peut se demander dans quel but. Parce que pour les accès dérogatoires, je vous en ai parlé, on a ce prix qui est fixé rétroactivement et qui permet donc à l'assurance maladie de récupérer rétroactivement enfin une partie de l'argent qu'elle a avancé, en tout cas, au vu du prix qu'elle accepte de fixer pour le droit commun. Euh, donc, est-ce que réduire la durée des négociations, c'est un objectif en soi? La question est ouverte. Et ensuite, en considérant même avec le gouvernement que l'accès précoce serait serait restreint pardon, aux médicaments avec des données immatures, même en prenant cet objectif-là, est-ce qu'on pourrait trouver des systèmes moins dommageables, notamment pour les patients, que ceux qui ont été pensés dans cette réforme et qui permettraient à plus de patients de bénéficier des accès dérogatoires, donc sans priver ceux qui aujourd'hui en bénéficient d'un accès dérogatoire, et de façon plus générale de trouver des mécanismes qui préservent l'attractivité de ces accès dérogatoires pour les industriels et donc qui garantissent le maintien de ces médicaments innovants en France. Alors, est-ce qu'on se dit ouf ce matin, puisque l'amendement, enfin le gouvernement a proposé la suppression de cette réforme? Alors en réalité, pas vraiment. L'accès aux innovations est fortement mis en péril par d'autres mesures du PLFSS, certaines d'entre elles qui ont déjà été votées par l'Assemblée nationale. Alors, euh, peut-être expliquer un petit peu le contexte avant de vous parler de ces mesures. En France, le prix des médicaments est fixé pour tous les médicaments innovants, en tout cas, avec une décorrélation. C'est-à-dire que, on a un écart entre le prix facial, le prix public auquel nous avons tous accès, qui est publié au journal officiel, et le prix confidentiel auquel seuls ont accès l'industriel et le ministère de la Santé. L'écart entre ces deux prix se matérialise par des remises que l'industriel reverse chaque année à l'assurance maladie. Alors, à quoi sert ce prix confidentiel? Il sert à maintenir la compétitivité de la France, hein, puisque le prix français est référencé dans de très nombreux pays mondiaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si on baisse le prix français, il y a un effet domino dans de très nombreux pays. La France est un marché intéressant, mais la France, c'est un marché de 70 millions de personnes. Et donc, évidemment, en fonction des maladies, on a des populations cibles beaucoup plus petites. La question, c'est est-ce que ce marché est suffisamment intéressant pour que les industriels supportent cet effet domino dans le monde entier, donc avec leur prix qui va baisser dans le monde entier si le prix français baisse. Bon, la réponse, c'est souvent non, hein. C'est souvent que avec un prix français beaucoup trop bas, il y a un risque élevé de retrait des produits sur le marché ou de non-arrivée des innovations en France. Alors ça, c'est le contexte aujourd'hui, et le contexte est aujourd'hui ravivé et particulièrement important avec la politique qui a été mise en place par le gouvernement Trump. Donc Trump a décidé d'appliquer ce qu'on appelle la clause de la nation la plus favorisée. Il a référencé 9 pays, dont la France.
en disant je vais appliquer aux États-Unis le prix le moins cher qui est constaté dans ces 9 pays. Alors, quel est l'un des moyens de défense pour nous? L'un des moyens de défense, c'est d'essayer de préserver, de garder confidentiel ce prix net. Alors, avec toutes les réserves que les industriels connaissent bien, puisque l'administration Trump essaie de l'obtenir malgré tout, mais c'est de garder ce prix net confidentiel et donc d'avoir un prix facial, un prix public qui soit, lui, élevé et cohérent avec ce qui se fait internationalement. Ça, c'est la situation. Et l'article 11 du PLFSS, dans un amendement qui a été voté vendredi soir, prévoit de publier les prix nets de tous les médicaments et de tous les dispositifs médicaux. C'est-à-dire de publier ces prix confidentiels qui sont l'une des raisons et l'une des conditions d'accès des médicaments innovants en France. Euh, donc c'est évidemment cette mesure pourrait être supprimée par le Sénat. Je l'espère de tout cœur compte tenu des impacts que ça aurait sur l'accès aux innovations. Euh, donc c'est une mesure qui, au nom de la transparence, va avoir des effets assez catastrophiques sur l'accès des innovations en France. Juste petit rappel avant de nous quitter, de quelle transparence parle-t-on? On parle de la transparence pour nous tous, concitoyens et les autorités étrangères. On ne parle évidemment pas de la transparence vis-à-vis du ministère de la Santé qui, lui, de toute façon, a accès en toute transparence au prix net de l'ensemble des médicaments. Donc c'est lui le négociateur, lui il a accès à tout, seulement on ne donnait pas l'accès alors ni aux concitoyens ni aux autorités étrangères. Donc voilà sur la note beaucoup plus pessimiste avec laquelle malheureusement je vous propose de finir cette présentation. Bien sûr, je reste à votre disposition pour échanger et si vous avez des questions. Et puis, petite seconde publicité, mais si ces sujets vous intéressent d'accès au marché traité sous un angle juridique, nous tenons une newsletter au cabinet qui ne porte que sur ces sujets-là. Vous pouvez bien sûr vous y abonner. Et donc, on parlera PLFSS, mesures d'application du PLFSS, jurisprudence sur l'accès au marché, etc. Encore un très grand merci à l'équipe de Niel pour votre invitation et à vous tous pour votre participation. Et puis, je me réjouis d'échanger avec vous dans les minutes qui suivent. Merci beaucoup, Marine, pour cette présentation qui était vraiment parfaitement limpide, tant sur ce qui est prévu que sur les conséquences potentielles qu'elle pourrait ou qu'elle aurait pu, je ne sais plus quel temps il faut utiliser à voir. Ce que je vous propose, c'est de prendre justement les questions. On a 45 minutes devant nous pour poser les questions. Alors peut-être plutôt que les poser dans le chat, si vous avez la possibilité, là justement dans la barre d'outils, de lever la main et de poser oralement la question. J'ai pu réactiver les micros et puis la caméra, donc vous aurez la possibilité de l'activer l'un et l'autre pour poser votre question. Donc allez-y. C'est à vous. Nous avons une première question de Cécile Sourdon. Je vous donne la parole. Je vous laisse vous présenter et puis poser votre question. Bonjour à tous, je suis donc Cécile Sourdon, je suis la directrice générale France de Orchard Therapeutics. Je connais un petit peu Marine pour avoir assisté à ces autres brillantes représentations. En tout cas, merci beaucoup pour ce matin, c'était très clair. Moi, j'ai une question. Quand vous évoquez le fait que l'amendement pour l'article 11 a été voté vendredi et fera en sorte que tous les prix nets seront publiés, moi, je voulais savoir quel était le lien avec le décret de l'article 54 qui n'est pas encore publié, qui, normalement, d'après ce que l'on sait, pour en tout cas, ça concerne les MTI, donc c'est pour ça que je pose aussi la question, quel est le lien? Dans le décret 54, on aura un prix de 300 000 euros publié net pour tout le monde, voilà, tous les MTI, mais ensuite, puisque le décret 54 concerne un paiement à la performance, les autres échéances, les futures échéances ne sont pas publiées. Donc,
Voilà, quel est le lien pour vous? Parce que si finalement, enfin, c'est un petit peu hypocrite parce qu'on va avoir un prix net de 300 000, mais finalement, personne ne saura combien la France va vendre ses médicaments. Oui, exactement. Alors, merci beaucoup pour la question et puis ravie de vous retrouver du coup dans cette nouvelle enceinte. Le lien n'est pas explicité. L'amendement à l'article 11 prévoit seulement, alors en des termes assez généraux en fait, que les prix nets et les coûts nets seront publiés par l'ACOS pour chaque entreprise il ne fait pas de lien explicite avec l'article 54. Pour moi, les coûts nets, ça pourrait renvoyer en fait à l'article 54 et donc impliquer que l'ACOS doive publier pour les MTI, y compris le coût net qui aura finalement été payé par l'État. Et qui correspondra à quoi du coup? Alors qui correspond à à cette indemnité de départ donc de 300 000 euros, plus au paiement à la performance. Et ce sont les deux qui constituent le coût net du médicament pour l'État, le Donc, cumul des deux. d'accord. Et donc ça, c'est effectivement un point qui sera intéressant à surveiller et qu'il faudra faire préciser. D'accord. Donc, les informations que j'avais jusqu'à présent, où les échéances ne seraient pas forcément connues et publiées, sont compromises. En fait, tout est compromis, hein. Tout le système du médicament aujourd'hui qui reposait sur la confidentialité des prix nets et des coûts nets serait remis en question par cet amendement si le texte est maintenu. Pour votre information, c'est un amendement auquel le gouvernement s'est opposé et auquel la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale s'est opposée. Donc, on verra ce qu'il devient au Sénat et puis dans la suite des discussions parlementaires. D'accord, très bien. Merci beaucoup. De rien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? En attendant qu'il y ait d'autres questions, en effet, ce que tu évoquais à l'instant, Marine, peut-être qu'il faut préciser que, en fait, on a, compte tenu de l'instabilité politique, on n'a pas de certitude à l'heure actuelle que le vote pourra aboutir, même si là, la partie recette, je crois, sur le PLFSS a été adoptée, mais dans les prochaines étapes de la navette parlementaire, qu'on puisse avoir un vote par l'ensemble des parlementaires, un texte adopté en temps et en heure en respectant l'intégralité des délais, donc ce qui pourrait nous amener vers soit l'application du budget de la Sécu par voie d'ordonnance ou bien une loi spéciale ou d'autres méthodes. Toi, de ton point de vue d'avocate et juriste et spécialiste de ces sujets-là, même si c'est compliqué de lire un peu dans une boule de cristal, mais finalement, est-ce que on évoque des possibilités de réforme, des amendements qui sont adoptés ou pas, mais est-ce qu'au bout du compte, dans la version qui devrait être officiellement publiée, on a une chance, un risque de voir toutes ces mesures qui seront intégrées ou pas? Alors, un risque, il me semble que oui, parce que l'Assemblée nationale a voté la publicité des prix nets. Et bon, pour l'instant, le gouvernement s'est engagé à ne pas recourir à l'article 49.3. C'est difficile de savoir quelle va être la suite hein, et dans quelle situation on va se retrouver avec le PLFSS. Si, comme c'est le cas classiquement, le dernier mot revient à l'Assemblée nationale et que l'Assemblée nationale maintient cette position de publicité des prix nets, oui, il y a un risque que in fine, on sorte avec cette mesure. Mais il y a beaucoup d'échéances entre les deux qui permettent, grâce aux équipes de Lille notamment, hein, mais qui permettraient d'influer sur cette mesure pour la supprimer du texte final. Voilà, sachant que je ne suis pas certaine que les tenants et les aboutissants de cette mesure aient été parfaitement cernés. Euh, et la gravité de cette mesure pour l'accès à l'innovation est peut-être un élément qui mériterait d'être euh, bien détaillé et étayé. C'est pas une menace en l'air, c'est une menace réelle. Merci beaucoup. Julie Wierzbicki, je vous donne la parole. Je vous laisse vous présenter, poser votre question.
Est-ce que mon micro est ouvert? Oui, c'est bon. Bonjour Marine et bonjour à tous. Deux petites questions donc concernant l'accès précoce. Vous dites recentrer sur les médicaments avec les données immatures. On est d'accord que c'est surtout pour recentrer sur l'accès précoce pré-AMM finalement. C'est du pré-AMM ou alors une sorte sur le post-AMM, ça ressemble beaucoup pour les connaisseurs à À ce la qui était SMR5, ouais, à la c'est 5 à ce qui bis. était Oui, c'est ça. prévu On est sur d'accord. Ouais. l'accès post-précoce, qui en fait n'est jamais entré en vigueur et qui est Ah oui. supprimé Ouais. dont la réforme propose de supprimer. Mais en fait, c'est un petit peu ces médicaments qui se retrouveraient dans le post-AMM. Donc, donc c'est ceux pour lesquels on a des données, mais pas suffisamment concluantes pour aller sur du droit commun. Mais est-ce que Effectivement. ça correspondrait à ce que la HAS essaye d'appeler les AMR, les ASMR 5 bis? En fait, c'est-à-dire que l'ASMR 5, pas parce qu'on pense que le médicament est pas intéressant, c'est parce qu'on n'a pas assez de données pour conclure. En fait, ça correspondrait plutôt à cette catégorie de produits, non? Alors, en l'état des textes, c'est difficile de vous dire parce que paradoxalement, ils nous disent que ça correspond, enfin paradoxalement, ce serait réservé aux médicaments pour lesquels un avis défavorable au remboursement a été rendu. Et un avis défavorable au remboursement, ça couvre normalement beaucoup plus de cas que ces AMM, que ces ASMR bis. D'accord. Donc en fait là Et les textes sont écrits de façon enfin peu cohérente, voire assez incohérente sur certains passages qui collent pas du tout. Ça me semble étrange qu'on ait un SMR et pas d'accès au remboursement. Si on considère que c'est une erreur et que ce qui est visé c'est l'absence d'accès sur la liste en sus. Mais l'accès Mhm. possible sur la liste collectivité, dans ce cas-là, je suis d'accord avec vous, ça correspondrait aux ASMR 5 bis. D'accord, donc évidemment, rédaction à minima à revoir si jamais le Oui. texte passe. Et sur la négociation, vous disiez, mais bon, est-ce que c'est finalement tellement utile de réduire la négociation des prix puisque l'assurance maladie récupère sa mise? Je pense qu'on a tous vu ici les classements qui disent que la France est parmi les pays qui a le plus de délais d'accès au remboursement de droits communs médicaments. Et si on regarde, c'est effectivement parce que les durées de négociation sont très longues. Vous dites une des raisons, enfin, ce qui allonge un peu la négociation globale, c'est si on prend en compte les négociations pour les médicaments d'accès précoce. Donc si on veut, et ça fait hurler tout le monde, et tout le monde crie au scandale que la France se retrouve en si mauvaise position dans ces classements. Donc de ce point de vue-là, c'est quand même utile de réduire le temps de négociation. En fait, Est-ce que oui, c'est ça pas ça l'objectif? réduirait. C'est effectivement l'objectif qui est annoncé par le gouvernement. Donc, on réduirait la durée des négociations. La question, c'est au prix de quoi? Voilà, c'est la Est-ce méthode. qu'on La méthode est sûrement pas la bonne, mais l'objectif de réduire les négociations, lui, ça peut quand même se justifier. Oui, et ça se justifie d'ailleurs pour les industriels également qui déplorent la politique des petits pas du CEPS lorsque les négociations durent trop longtemps, etc. Seulement, si on impose la fourniture gratuite au bout d'un an, euh, est-ce que ces accès dérogatoires resteront assez attractifs pour que les industriels continuent à y aller? Et donc, est-ce qu'on continue à bénéficier à court terme et à moyen terme de d'autant d'innovation en France? D'accord. Est-ce que Merci beaucoup. réduire la durée des négociations, c'est un... Et là, la réponse est politique, elle n'est pas juridique, bien sûr, hein, mais est-ce que réduire la durée des négociations est un objectif qui vaut ces dommages collatéraux, qui justifie ces dommages collatéraux? D'accord. Merci. Alors, n'hésitez pas à lever la main pour poser vos questions. En attendant que vous les posiez, j'ai encore une autre question. Justement, Marine, tu disais le fait de, de bien évaluer en fait les conséquences que pourrait avoir cette réforme. Dans le cadre du PLFSS, normalement, il y a beaucoup d'annexes qui sont publiées avec normalement une évaluation des impacts. Est-ce que c'est un point qui est abordé justement dans tous ces documents préparatoires ou est-ce que c'est justement ce que tu disais à l'instant uniquement vu sous l'angle de la durée d'accès, enfin de la durée de négociation?
Alors, la perte d'attractivité n'est pas un point qui est identifié dans les documents préparatoires du PLFSS, hein. C'est pas un point qui a été pris en compte, qui a été noté par le gouvernement en tout cas, et qui dirait je suis conscient que là on risque fortement de rendre la France moins attractive pour les innovations. Et par ailleurs, quand on lit l'étude d'impact, on comprend pour le gouvernement qu'il y aurait un système de vase communicant entre l'actuel accès précoce et l'accès direct qui serait pérennisé. Et que donc les patients qui bénéficieraient de l'actuel accès précoce, en fait, se retrouveraient naturellement dans l'accès direct pérennisé. Alors en réalité, c'est à mon avis pas tout à fait vrai, parce que d'abord le gouvernement le dit lui-même, on a 13% de patients en accès précoce post-AMM qui ne remplissent pas les critères de l'accès direct. Donc pour cela, il y a a priori forcément une partie des patients qui ne pourra donc plus bénéficier d'un accès dérogatoire. Et la deuxième chose, pour revenir sur l'attractivité, bah, c'est ce sujet d'attractivité. En fait, il est difficile de se dire que puisque l'accès direct est pérennisé, tous les industriels vont aller vers l'accès direct. Quand on voit aujourd'hui son succès très très relatif, euh, c'est voilà, si on le pérennise, est-ce que ça nous garantit que tous les dossiers d'accès précoce qui sont éligibles à l'accès direct vont automatiquement transiter sur l'accès direct? Et je suis assez réservée sur cette question. La question reste ouverte. Oui. Pierre Hervé Brun, je vous laisse poser votre question. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Je suis directeur général chez Norax Farm. J'ai une question, alors je suis un peu naïf dans le sujet, mais l'accès compassionnel j'ai deux indications, et il y en a une qui risque de pas aller à l'AMM. Est-ce que cela m'oblige à des remboursements si l'AMM de la deuxième indication n'est pas donnée? Donc c'est enfant-adulte, hein, pour simplement dire. Donc c'est l'indication adulte qui risque de ne pas être obtenue ou d'être refusée. Est-ce que ceci, même si j'inclus des patients en accès compassionnel, est-ce que ceci m'oblige à des remboursements une fois que le prix sera fixé pour l'indication enfant? Donc, est-ce que cela risque d'être changé dans la réforme? Alors, Et j'ai une deuxième question derrière, mais je la poserai juste après si vous le permettez. D'accord. Merci. Pour l'accès compassionnel, en principe, il n'y a pas ce phénomène de débouclage dont on a parlé, qui est, in fine, on regarde le prix et on déboucle rétroactivement sur l'accès compassionnel. La raison, c'est que normalement, l'accès compassionnel n'arrive jamais sur du droit commun, donc on ne déboucle pas. Dans le cas que vous évoquez, en fait, vous avez une des deux indications, d'après ce que je comprends, qui arriverait sur du droit commun. Et Tout à donc fait. celle-là, normalement, devra être débouclée. Et il y aura C'est ce pas système Pas celle, rétroactif. voilà, mais pas celle qui serait non acceptée, non approuvée, en tout cas en droit commun. Je pense que non, ça mériterait de vérifier quand même les textes, mais je pense que non. Alors, merci beaucoup de votre réponse. Et j'ai une deuxième question sur la fixation des prix, et notamment la réforme Trump. Alors, vous avez dit que la France faisait partie de 9 pays. Parle-t-on des prix nets ou des prix Facio? faciaux? Parce que Ouais. j'ai entendu dire que Trump voulait des prix faciaux dans un premier temps, mais qu'il irait chercher les prix nets dans un deuxième temps. Est-ce que vous avez plus d'informations sur ça? Et quand est-ce que cette loi sera réellement active? Et quels sont les retours des autorités françaises? Parce que moi, j'ai discuté un peu avec le CEPS et ils n'ont pas, ils m'ont pas donné de réponse si ça les inquiétait, pas inquiétait, etc. Alors, le gouvernement Trump, effectivement, souhaite avoir les prix nets. C'est leur ambition, c'est qu'ils ont bien compris que dans certains pays, il y avait un écart considérable entre le prix facial et le prix net, et donc ils souhaitent avoir les prix nets. La question, c'est comment est-ce qu'ils accèdent aux prix nets? Puisque, on en a parlé, ce sont des données confidentielles, etc. Et donc là, certains laboratoires, certains grands laboratoires ont passé des accords avec l'administration Trump, dont le contenu exact est très confidentiel, mais qui
permettent d'adresser ces sujets-là. Et pour les autres laboratoires et dans l'attente d'un système plus général ou d'accords semblables, la question sur les prix nets, elle demeure en fait. Les prix nets en France sont totalement confidentiels. Donc il n'est pas impossible que l'administration Trump les ait, notamment elle peut imposer aux laboratoires de les déclarer. Mais pour moi, c'est encore autre chose que l'administration française les publie et donc offre ces prix nets à l'administration Trump sur un plateau en disant, bah voilà, les prix nets de tous les médicaments en France. Est-ce qu'il y a un lien entre Trump et l'article 11? Oui, tout à fait. Alors, il y a un lien entre Trump et Politique, je veux l'article dire. 11. Pour moi, l'article 11 est d'autant plus grave que nous sommes dans le contexte de la MFN, donc de la clause de la nation la plus favorisée avec la politique Trump. Mais l'amendement qui proposait la publicité des prix nets n'évoquait pas le contexte aux États-Unis. Et quel est le retour du CEPS par rapport à tout ça, si vous avez connaissance? Alors, ce sur quoi le CEPS s'était exprimé au début de l'automne, c'était une réponse plutôt qui allait vers la décorrélation du prix facial et du prix net, en disant nous sommes conscients qu'aujourd'hui, pour maintenir la compétitivité de la France, c'est l'un des outils dont on dispose, d'avoir une décorrélation forte entre le facial et le net. Ils n'ont, à ma connaissance, rien dit de plus précis de façon publique. Depuis. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Merci. Laure Perrin? Oui, bonjour Marine. Bonjour à tous. Une petite question sur l'accès précoce post-AMM qui deviendrait donc de l'accès direct. Effectivement, vous parlez des 13% de médicaments qui ne seraient pas éligibles à ce dispositif. J'imagine que c'est calculé en regardant le niveau de SMR à SMR qui a ensuite été obtenu. Bon, d'un côté, on peut se demander si dans l'esprit de la réforme, c'était logique que ces médicaments-là aient accès à un dispositif dérogatoire. Mais le point, par contre, que je me posais, c'est sur le risque d'allongement du mécanisme. Parce qu'avant, sur l'accès précoce, on était sur un format très cadencé avec la HAS qui avait 4 mois maximum pour fournir un avis. Alors que là, on le voit, on est dans des situations d'extension d'indication qui prennent parfois 6 mois pour obtenir un avis de transparence. Donc en fait, par rapport au dispositif tel qu'il existait historiquement d'accès précoce post-AMM, on perdrait du temps sur ce nouveau mécanisme d'accès direct. Enfin, sauf si l'administration a prévu là aussi de contraindre la HAS à accélérer ses délais d'évaluation. Euh, Pourquoi on perdrait du temps? Parce que l'accès direct, lui, commence à courir à partir du moment soit de la publication de l'avis commission de la transparence, soit de la publication de l'avis CESP, s'il y a une évaluation médico-économique qui est attendue. Bah voilà, donc déjà, il y a le point de la VICESP qui met plus de temps à arriver et qui rallonge le délai à partir duquel le médicament serait disponible. Oui. Et il y a le fait que avant l'accès précoce, post-AMM, il était disponible à la publication de l'avis d'accès précoce qui devait intervenir sous 4 mois après le dépôt par l'industriel. Alors que là, en fait, si c'est pas timé, on a un Oui, tout risque à que fait. ça déborde, que ce soit plutôt 6 mois. Exactement. Ça pourrait retarder effectivement l'accès. Donc on perd certains patients, on retarde l'accès et on restreint la durée de prise en charge. Oui. Merci beaucoup. Aurore Clément, vous pouvez vous présenter puis poser votre question. Bonjour, merci. Aurore Clément, laboratoire Biogène, responsable accès au marché. Merci pour votre présentation, Marine. Je n'ai pas très bien saisi les motifs, le rationnel du groupe qui a déposé l'amendement sur l'article 11. Est-ce que vous pourriez rappeler, parce qu'effectivement, pour l'assurance maladie et pour la France en état de la Sécu, il y a aucun intérêt finalement à faire ça. Donc, comment ils ont motivé et quels arguments on pourrait essayer de leur opposer dans un exercice de pédagogie. Merci beaucoup. Merci. En fait, il considère que il est important de réguler la politique de prix du médicament.
et que pour la réguler, il nous faut les vrais prix qu'on paye pour les médicaments. Donc l'idée, c'est de disposer de ces prix, de ces éléments, pour pouvoir réformer la politique tarifaire du médicament. Alors, on pourrait envisager, à mon avis, des systèmes alternatifs qui permettraient qu'il y ait peut-être une plus grande transparence, en tout cas plus de parties prenantes qui aient accès au prix net des médicaments sans que ça impacte pour autant le référencement international. On pourrait par exemple envisager des systèmes d'audit par des auditeurs privilégiés, désignés. Donc, en plus du CEPS, certains auditeurs auraient accès à tous les prix nets du médicament, par exemple, et sur la base de ces données, ils pourraient faire des rapports au Parlement pour expliquer de façon agrégée comment ça fonctionne, où sont les problèmes, où sont les voies, enfin, quelles sont les pistes sur lesquelles on peut travailler, etc. Voilà, ça pourrait être ce type d'éléments qui permettrait au Parlement d'avoir peut-être plus de données sur la base desquelles travailler, sans pour autant ouvrir totalement tous les contrats et tous les prix nets confidentiels. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Mais c'est un amendement très court, hein. L'exposé des motifs fait 2-3 paragraphes, enfin, c'est vraiment très court. D'accord, je vais rechercher. Et il y a eu peu de débats dessus. La ministre a expliqué qu'elle s'y opposait, la commission des affaires sociales aussi, mais sans doute aussi compte tenu du très grand nombre d'amendements que l'Assemblée nationale avait examinés et de la technicité du sujet. C'est un article sur lequel il y a eu peu de débats. Un amendement du groupe écologiste, si mes informations sont bonnes. Exactement. Avez-vous d'autres questions à poser? Jean-Yves Lecoq. Oui, bonjour à vous deux. Merci Marine pour l'exposé très clair. Je vous rejoins, je crois qu'il y a une énorme incompréhension sur le bûcher de la transparence sur cet article, sur la transparence des prix. Néanmoins, le pire n'étant jamais certain, si le texte passait en l'état, j'ai deux questions. D'une part, je présume, mais confirmez-le moi, j'espère, que l'application ne serait pas rétroactive sur les produits faisant déjà l'objet d'accords. Premier point. Deuxième point, et je reprends votre dernière idée, si la loi a été votée encore une fois, est-ce que par décret, les modalités d'application article 11 pourraient prévoir des mesures intermédiaires telles que celles que vous évoquez, sur lesquelles je pourrais comprendre qu'on élargisse un cercle plus large pour discuter d'une politique de prix, de remboursement? Est-ce que ça serait possible par décret d'avoir une article 11, donc non pas modéré, mais mis en place de manière responsable? Merci beaucoup pour vos questions. Alors, sauf erreur de ma part, l'amendement ne prévoit pas ce qu'il advient des médicaments qui ont déjà été tarifés et prévoit seulement que l'ACOS va rendre public les prix nets des médicaments. Et on nous dit, sauf erreur de ma part, pas pour les médicaments tarifés à partir de 2026, par exemple. Donc, si c'est le cas, ils ont une base légale pour publier le prix net de tous les médicaments et d'ailleurs de tous les dispositifs médicaux, hein, ça porte sur les deux. Sur votre deuxième question, est-ce qu'on pourrait restreindre avec des textes d'application? Pas si l'amendement reste dans si l'article 11 reste dans sa rédaction actuelle. La rédaction actuelle, c'est l'ACOS publie les prix nets. Et donc, prévoir un système d'audit avec des rapports au Parlement, par exemple, ça ne permettrait pas d'appliquer cet article qui impose du coup la publication des prix nets. Donc, il faudrait le modifier pour suggérer une option moins dommageable qui pourrait être précisée par des textes d'application. Mais il faudrait que dans la loi, on n'ait plus cette obligation pour l'ACOS de publier les prix nets. Entendu, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Alors, en attendant qu'on ait d'autres questions, d'autres personnes qui lèvent la main, il y avait une question dans le chat de Dominique Guery, si vous voulez ouvrir votre micro et puis la poser oralement. Sinon, je me permettrai de la relayer, qui demande s'il ne pourrait y avoir une fixation de prix au niveau européen après l'avis HTA. Bonjour Alors, Martino. Excusez-moi, j'arrivais pas à ouvrir mon Pardon. micro. Allez-y.
Oui, effectivement, il y a une évaluation qui se fait au niveau européen. Je ne dis pas qu'il y ait un prix fixe vraiment, mais au moins une espèce de marge qui pourrait servir de guide et peut-être arriver à... Je sais bien que pour le moment, la Mm. réglementation européenne ne le permet pas, mais est-ce que ça pourrait éventuellement apporter quelque chose de positif par rapport à cette mise à disposition pour les patients de médicaments innovants? Alors, c'est une question qui est extrêmement intéressante. Est-ce qu'on a intérêt à mettre en commun la fixation du prix au niveau européen? Alors, dans toute l'Europe ou dans une partie de l'Europe, d'ailleurs, hein, on pourrait imaginer une Europe, disons, une partie de l'Europe qui avance un peu en précurseur sur ce sujet, sans contraindre les pays qui n'adhéreraient pas. Euh, ça nous rendrait sans doute plus forts sur la scène internationale en tant qu'Européens. Ça nous ferait renoncer en tant que Français à notre souveraineté et à la maîtrise budgétaire qui est permise aujourd'hui par le fait que la France fixe le prix des médicaments remboursés en France. Effectivement, il faudrait modifier en profondeur l'arsenal juridique. Aujourd'hui, l'arsenal existant est que les États membres décident chacun des médicaments qui sont remboursés sur leur territoire et du prix qu'ils fixent pour ce remboursement. Et peut-être la France serait ouverte et peut-être ce serait intéressant à mutualiser ces réflexions avec d'autres pays. Ça impliquerait sans doute que parfois on soit contraint de rembourser alors qu'on ne voulait pas rembourser et à un prix que nous n'avons pas choisi. Donc au niveau Merci. budgétaire, ce serait pas évident, mais c'est une réflexion qui est extrêmement intéressante, notamment dans le contexte politique international actuel. Ouais, je vois que quand même actuellement, à cause de certains prix, surtout pour les médicaments aussi, on a énormément de pénuries. Quand même, encore, je lisais ce matin sur les psychotropes. Ça pourrait arriver donc effectivement sur les médicaments innovants. Vous parlez effectivement d'une perte de chance pour les patients. Voilà, c'est pour ça que je me demande pourquoi effectivement on n'essaye pas. Ça ne veut pas dire même avec un niveau de prix que chaque État européen serait obligé de le financer. Mais au moins, il y aurait un niveau uniforme qui permettrait de servir de base effectivement pour les États-Unis, par exemple, ou Mm. d'autres, mais on aurait quelque chose de plus concret pour monter au créneau vis-à-vis des pouvoirs publics sur la mise à disposition d'un médicament par rapport au prix. Enfin, ce serait quelque chose de plus concret pour ben, les associations de patients aussi, hein. Il y Tout à aurait... fait. Voilà. Voilà. Je vous Ça remercie en tout cas. impliquerait probablement qu'on accepte de mieux payer certains médicaments en France, parce Oui. que certains de nos voisins européens, avec des marchés comparables, les payent mieux que la France. Oui, et non pas les pénuries. J'ai eu l'exemple en Belgique enfin, depuis un an, où effectivement des médicaments n'étaient pas disponibles en France et disponibles en Belgique. Donc c'est essentiellement un problème de prix, de quota peut-être, mais de prix. Et donc je pense qu'effectivement, ce serait une action qui serait peut-être à mener après la mise en place du règlement HTA. Merci Exactement. beaucoup. Merci à vous. Justement, sur cette question de prix et puis de prix à l'étranger, comme parfois dans PFSS, on a un grand article qui traite d'un sujet, puis dedans, une petite mesure qui est une ligne qui évoque, qui propose quelque chose d'un petit peu différent, de faire un pas de côté à l'intérieur de cet article et qu'on peut avoir tendance à ne pas voir si on n'a pas l'œil affûté. D'ailleurs, j'en profite, moi aussi, désolé pour faire notre petite page de publicité, mais on va, comme tous les ans, rédiger notre note de Nil sur le projet de financement de la sécurité sociale. Et donc, il va intégrer le projet initial et toutes les modifications qui auront été adoptées en séance publique par les députés là, d'ici la fin de la semaine. Voilà. Petite précision mise à part. Dedans, dans cet article, on a aussi une proposition, c'est de pouvoir
élargir les pays de comparaison pour les prix, pour la fixation la révision des prix par le COPS. Et alors, est-ce que tu en sais plus? Je crois qu'il y avait un pays qui avait été évoqué dans l'annexe 9, qui Oui, était aussi dans exactement. un Ouais. objectif d'économie. Et dans un gros objectif d'économie. Donc ça, Donc là, on a parlé de l'article 34 qui contient la réforme des accès dérogatoires, réforme que donc le gouvernement propose de supprimer. Le gouvernement propose en revanche de maintenir dans l'article 34 quelque chose qu'on n'a pas évoqué ce matin, qui est le fait de référencer pour fixer le prix en France de médicaments d'autres pays que les pays européens comparables qu'on référençait jusqu'ici. Alors, ce qu'a en tête le gouvernement, c'est que il apparaît que la France serait comparable, selon le gouvernement, par exemple au Japon ou à la Corée du Sud, que le prix des médicaments est souvent plus bas dans ces pays. Et donc, on fixerait le prix français à un niveau inférieur sur la base du prix japonais ou du prix sud-coréen. C'est une mesure sur laquelle le gouvernement annonce des économies assez importantes, hein, puisque c'est une mesure qui devrait être porteuse de 500 millions d'euros d'économies. Donc, voilà, beaucoup plus que d'autres mesures dont on a beaucoup parlé. Euh, ce qu'on peut en dire quand même, c'est que on peut s'interroger sur la comparabilité des marchés japonais et sud-coréens. D'une part, comparable en termes de quoi? Est-ce qu'ils payent, est-ce qu'ils financent les médicaments de la même manière que nous? Est-ce qu'ils régulent la dépense de l'assurance maladie de la même manière que nous? C'est-à-dire que nous, on utilise les baisses de prix, on utilise aussi d'autres mécanismes, typiquement la clause de sauvegarde. Est-ce que c'est comparable dans ces pays-là ou pas? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est quand bien même ce serait comparable, est-ce qu'on a vraiment intérêt à faire ça dans le contexte international actuel sur lequel on sait que le prix français est déjà référencé et est déjà le point de départ de cet effet domino dont on a parlé à l'international? Merci. Donc voilà, donc comme je vous le disais, ce petit bout d'article, lui, il est maintenu. Et donc, si l'article 34 est discuté avant minuit à l'Assemblée nationale, puisque l'Assemblée nationale a jusqu'à minuit pour le discuter ce soir, on verra donc si les députés votent ce référencement de pays non européens, donc avec pour le gouvernement en ligne de mire le Japon et la Corée du Sud. Merci. Avant de donner redonner la parole à Cécile Sourdon, j'ai une question que je relais dans le chat. Alors pour ce changement de pays de comparaison et d'une part et d'autre part pour la réforme des accès dérogatoires, si l'amendement du gouvernement devait ne pas être voté, est-ce que c'est une entrée en application immédiate? Est-ce qu'on a une idée du délai d'application? C'est quand les réformes pourraient entrer en vigueur? Alors, ce que proposait le gouvernement, c'est une entrée en vigueur en juillet 2026 pour la réforme des accès dérogatoires. D'ici là, il faudrait qu'ils prennent un certain nombre de textes d'application, donc des décrets notamment pour préciser certaines mesures, etc. Donc ça, c'est la date annoncée par le gouvernement si la réforme est maintenue. Ceux qui sont familiers du PLFSS et Énile en premier, vous n'êtes pas sans savoir que les dates annoncées par le gouvernement ne sont pas toujours suivies et que parfois on annonce par exemple juillet 2026, en réalité la réforme entrera en vigueur 6 mois, un an après. Donc ça dépend des textes d'application et des dates de ces textes d'application. Ces textes d'application d'ailleurs étant souvent concertés, hein. Donc ça peut prendre un peu plus de temps que ce qu'annonce le gouvernement. Cécile Sourdon? Oui, je m'interrogeais, je pense que vous n'avez pas la réponse, mais je m'interrogeais sur le rationnel du Japon et de la Corée. Pourquoi pas l'Europe? Enfin, ça n'a pas vraiment de sens, mais j'ai l'impression que voilà, vous n'avez pas la réponse. Et là, on s'est dit que pour aller chercher des économies, on allait regarder un petit peu plus loin que l'Europe et que Donc, on c'était le choisit bon moment de faire les ça. pays, les prix les moins élevés, quoi, voilà. Voilà, ouais. Avec en fait, le rationnel quand même, hein, c'est pour le gouvernement, c'est que ce sont des pays qui, sur le plan démographique, seraient comparables à celui de la France et sur le plan système de santé, seraient comparables à celui de la France. D'accord, ok, merci. Avez-vous d'autres questions?
pouvez lever la main. En attendant, j'ai une autre question qui est plus une question peut-être un peu plus politique que juridique, une question un peu de citoyen, mais ce qui m'interpelle un peu, c'est qu'on a une réforme qui est annoncée dans le... Alors peut-être que c'est à cause des changements de gouvernement, c'est possible, c'est probable même. Mais on a une réforme qui est annoncée et puis après le gouvernement qui fait marche arrière, qui dit bah non, finalement c'est trop compliqué, on va lancer une concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Pourquoi ne pas avoir consulté les parties prenantes avant? Excellente question. Effectivement, alors ça aurait été nécessaire à plus d'un titre. D'abord pour s'assurer que les systèmes restent attractifs et ensuite pour mutualiser la réflexion sur est-ce que ce qui a été écrit comme projet fonctionne ou ne fonctionne pas, euh, ne serait-ce que juridiquement dans l'articulation des dispositifs. On a plusieurs incohérences, plusieurs contradictions en fait dans les 15 pages d'articles dont je vous ai parlé et que j'ai essayé de simplifier ce matin. Euh, et je pense qu'à plus de relecteurs, peut-être, ces contradictions auraient été vues et auraient pu être traitées. Donc il y a vraiment deux sujets sur lesquels il est important de concerter. Sur le fond, qu'est-ce qu'on veut faire? Sur la finalité, qu'est-ce qu'on veut faire? En conciliant attractivité et soutenabilité, bien sûr, hein, pour les finances publiques. Et puis sur la forme, qu'est-ce qui fonctionne? Et je ne... Oui, moi, donc, je réponds pas très directement à ta question, Germain, mais Non, pourquoi mais pas de concertation? Ça, je saurais pas répondre. Pourquoi ce choix a été fait, je n'en sais rien. alors, y a-t-il d'autres questions que vous souhaitez poser? Vous pouvez lever la main, il nous reste 5 minutes. Ça laisse la place à 4 ou 5 questions. On avait une question plus d'ordre technique dans le chat, de savoir si la présentation pouvait être partagée ou pas. Aucun problème de mon côté. Alors, soit Neil peut vous la partager, soit n'hésitez pas à m'écrire. Mon email est dans la dernière slide qui a été projetée, et puis je pense que vous devez l'avoir dans la conversation. Et auquel cas, je vous l'enverrai avec plaisir, bien sûr. Y a-t-il d'autres questions? Une Alors moi, question de Monsieur Brun, allez-y. oui, j'en ai encore une, puisque vous ouvrez la porte aux questions, donc je me permets. Y a-t-il avec ces réformes, avec ces compassionnels et accès précoce, y a-t-il un risque maintenant d'aller à l'accès précoce? Alors, si la Ce qui se passe réforme là, passe, oui, ouais. pour moi, si la réforme passe, oui, il y a un risque qui est quantifiable et mesurable, hein, mais le risque, c'est que l'entreprise ait à fournir gratuitement le médicament pendant une durée qui peut être de plusieurs années, Si on ne trouve pas d'accord dans le droit commun. si ça tarde, exactement. Ouais. Mm. Donc on voit qu'il y a des enjeux juridiques, il y a peut-être aussi des enjeux un peu d'affaires publiques en quelque sorte, puisque le gouvernement appelle à une concertation et donc il y a probablement souhaite avoir des informations justement pratiques sur la façon dont ça peut être mis en œuvre, la façon dont ça peut être traduit, quels sont les freins, les enjeux et les leviers qui peuvent être pour l'ensemble des parties prenantes, entreprises, professionnels de santé, patients, quels sont les impacts potentiels vus de ces différents points de vue. Voilà, incontestablement, à l'heure de la concertation, il est intéressant de travailler collectivement pour définir ce qui est acceptable avec le gouvernement et puis imaginer les meilleurs moyens de le faire. Et donc, Germain, je crois que tu m'avais dit aujourd'hui que le public était composé d'industriels, mais aussi d'associations de patients et de professionnels de santé. C'est important, c'est ce type de mesure qui concerne en fait tout l'écosystème. Bien entendu, puisqu'en fait, on supprime la proposition, mais c'est reculer pour mieux sauter. Ah oui, exactement. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Est-ce que tu veux dire un mot de conclusion, Marine? Bah, encore un grand merci à vous tous. J'espère que cette réforme pourra donc être largement
j'allais dire contester, concerter avant le cas échéant d'être adoptée et qu'elle permettra de maintenir l'attractivité. Et puis surtout, à beaucoup plus court terme, j'espère que cet article 11 pourra être réécrit. Pour qu'on puisse éventuellement trouver un moyen d'adresser le point de la transparence, mais pas au prix de l'accès à l'innovation. Donc voilà, je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Un immense merci à Neil pour ce matin. Et puis c'est toujours un plaisir d'intervenir auprès de vous sur ces sujets. Bah, merci beaucoup pour ton intervention. Et puis voilà, si on peut aussi relayer les questions, vous pouvez nous les adresser soit via le formulaire qui est sur notre site web, où je crois que la conversation doit rester active peut-être après. Donc je me ferai un plaisir d'y répondre ou de faire suivre les questions. Merci Voilà, à bien, tous. merci beaucoup. Et puis merci de votre présence nombreuse ce matin. Et puis donc on vous tiendra informé rapidement des prochains Café Nil d'ici avant la fin d'année. Bonne fin de journée à tous et à toutes. Au revoir. Merci, Au revoir. bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.